Merci, bonjour à tous. Je suis le docteur Patrick Mouls, je suis médecin généraliste à 7 et membre de l'URPS Languedoc-Roussillon. C'est à ce titre que je vous parle aujourd'hui. Je suis également président d'un réseau d'éducation thérapeutique qui est le réseau Chronéduc-LR qui s'occupe de diabète, qui s'occupe de cardiologie avec l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, qui s'occupe aussi d'insuffisance rénale. Alors, ce sujet m'a laissé un petit peu circonspect parce que je ne me pose pas tous les jours la question des attentes du médecin généraliste face à mes patients. J'essaie d'avancer et de m'impliquer avec eux. Et donc, j'ai compulsé la littérature sur ce sujet. Il n'y a pas grand-chose, je vous le dirai tout à l'heure. Et j'ai essayé de faire une enquête au sein de mes confrères. Certains donc de l'URPS, d'autres de mon réseau d'éducation, et je vous présenterai rapidement cette enquête. Voilà. Donc voici un petit peu le plan que je suivrai, quelques définitions, données épidémiologiques, les enjeux de la prise en charge du surpoids et de l'obésité, donc une enquête de terrain, études et publications, conclusions, les attentes et suggestions. Définition rapide, vous êtes tous donc impliqués. Donc l'obésité définie par l'OMS est l'accumulation anormale de graisse dans les tissus adipeux pouvant engendrer des problèmes de santé. L'IMC est notre indice de référence, vous le trouvez nommé sous ce nom, mais aussi indice de Quetelet ou BMI, Body Mass Index, c'est l'indice de référence pour estimer la masse grasse. Voici sa formule, le poids en kilos divisé par la taille au carré. Au niveau de l'IMC, donc elle nous permet de classer les sujets normaux, les sujets en surpoids, les sujets obèses. Vous voyez ici les fourchettes, donc de 18,5 à 25 d'IMC, nous sommes en poids normal, de 25 à 30 en surpoids, au-delà de 30 en situation d'obésité. Une nouvelle entité est apparue ces dernières années, c'est la mesure du tour de taille qui définit l'obésité de type viscéral ou androïde. Les valeurs normales sont citées ici. C'est un marqueur de masse grasse abdominale associé, indépendamment de l'IMC, plutôt à des troubles métaboliques ou vasculaires. Les données épidémiologiques, il existe un suivi tous les 3 ans par les enquêtes OBEPI qui nous montrent la prévalence de ce problème, donc 15% d'obèses chez les adultes et 32,3% de sujets en surpoids. Ces chiffres sont en augmentation permanente depuis 1997, mais on note une tendance significative à la décélération. Les chiffres aux USA, vous le voyez, sont bien plus avancés que chez nous, et donc il y avait déjà 25% d'obèses aux USA en 2000. Au niveau des obésités, 3 sous-catégories, l'obésité modérée, l'obésité sévère et l'obésité morbide au-dessus de 40 kg par mètre carré. Voici ici, vous voyez sur ce camembert les sous-classes d'obésité, la classe 1 et la classe 2 qui représentent 13,8% et l'obésité morbide en classe 3 avec 1,2%. Les enjeux, donc que l'obésité maladie chronique, on en est tous convaincus tellement elle peut durer. Diminuer l'IMC minore l'incidence de beaucoup de pathologies. Les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, peut corriger et nettement améliorer un diabète de type 2, peut influencer des cancers, influence également les apnées du sommeil, ainsi que beaucoup de pathologies orthopédiques dégénératives. La prise en charge précoce est toujours un avantage, et c'est le rôle du médecin traitant
qui est le premier auprès des patients que de la diagnostiquer et surtout de chercher les comorbidités qui sont associées ou qui ne tarderont pas à venir. Et ainsi coordonner l'action au niveau des premiers, second, troisième recours, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure. La politique de santé au niveau national, je ne reviendrai pas sur les 3 programmes qui ont été présentés tout à l'heure par le docteur Perra. Je les citerai quand même parce que ça nous conforte sur le fait qu'il y a une dimension importante à cette pathologie et que dans nos cabinets médicaux, nous ne sommes donc pas tout à fait isolés. Donc le plan national nutrition santé, le plan obésité, le programme national pour l'alimentation. L'enquête de terrain était une enquête de renseignement pour moi et je l'ai basée sur des courtes interviews d'une dizaine de minutes au sein de mes divers déplacements. Il y avait 6 femmes, il y avait 7 hommes, des médecins rencontrés donc sur le terrain. 9 médecins généralistes travaillaient en cabinet classique, un médecin avait une orientation nutritionniste et 3 autres médecins avaient une formation au niveau du réseau Chronéduc où on ne manque pas donc de rencontrer des obèses liées à nos pathologies, liées aux pathologies sur lesquelles nous faisons de l'éducation. La question posée était les attentes du médecin généraliste face à la prise en charge de l'obésité. Voici un petit peu le résumé et le tableau récapitulatif des réponses. Je vais le survoler, je reviendrai ensuite point par point. 100% des confrères ont cité le temps, la disponibilité, la valorisation. 69% sur des items concernant cette fois les patients, la volonté, la motivation, l'observance. 85% sur un environnement, un système plutôt défavorable. 69% sur l'isolement, les moyens, les outils. 61% avaient besoin d'information, de formation. 63% avaient un assez fort sentiment d'échec, je peux le dire. Et 70% utilisaient assez facilement donc le premier recours, voire le troisième recours. Le second recours, pardon, voire le troisième recours. Le temps, la disponibilité, la valorisation de l'acte. La prise en charge d'un patient en situation d'obésité est longue. Il faut faire une enquête alimentaire, il faut connaître ce patient, il faut apprécier son niveau de connaissance diététique, il faut essayer de construire avec lui un objectif et il faut surtout le suivre et le voir régulièrement, sinon il y a une forte déperdition de la pensée à travers le temps. La volonté, la motivation, l'observance des patients. Nous sommes avec des patients qui en fait ne souffrent pas. Ils ne sont pas obligatoirement convaincus d'être malades. On ne voit pas les mêmes. Bah, pas obligatoirement. Tout dépend du stade de l'obésité. Mais ceux que nous voyons, c'est des patients qui arrivent chez nous. S'ils ont des comorbidités, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de les appréhender et de rentrer en contact avec eux. Les troubles psychologiques sont toujours des facteurs de perturbation. L'environnement, le système, 85% des confrères l'ont un petit peu incriminé défavorablement. La situation économique précaire, ce sont les patients les plus concernés. La directrice de l'ARS en a dit un mot tout à l'heure. Et puis, contre nous, les lobbying agroalimentaires, la publicité, l'étiquetage, l'appel vers la malbouffe. L'isolement, les moyens, les outils, il y a, vous le savez, des déserts médicaux, donc on peut avoir un isolement géographique,
Il y a des difficultés parfois linguistiques, des difficultés d'usage, de coutume. Il y a un défaut de coopération, tout du moins au niveau des généralistes, ou d'appréciation des possibilités de coopération interdisciplinaire. Les moyens d'accès à la diététicienne et aux psychologues, qui sont les premières personnes auxquelles on peut avoir recours, ne font pas l'objet d'une prise en charge au niveau des caisses de sécurité sociale, et c'est un frein incontestable. L'apport de l'activité physique, on en parle beaucoup, on le sait, mais l'organisation proprement dite sur le terrain se fait attendre, quoi qu'il y ait des progrès, mais tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une licence dans un club d'activité physique. Donc là aussi, il y a peut-être de quoi faire au niveau donc des représentants de l'autorité publique. L'isolement, les moyens, les outils, toujours. Le diagnostic, il est simple, une toise, un perce-personne, un mètre ruban. L'éducation, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il est bon de laisser des documents aux malades. Il faut les obtenir, c'est pas toujours évident. Ils ne sont pas tous labellisés. Au niveau du terrain, les réseaux d'obésité sont rares. Les associations, ça dépend. Les médicaments, on n'y compte pas vraiment. La plupart ont été supprimés. Ce n'est qu'un appui, et donc il ne reste que l'Orlistat. L'information, la formation, donc 61%. Je pensais un petit peu plus, mais bon. Là encore, pour beaucoup, un problème de temps. Pour certains, un manque d'intérêt, d'énergie. Pour ceux qui sont peut-être les plus déçus dans ce problème, ou qui s'investissent dans la médecine au sens large et peut-être vers d'autres domaines. Enfin, la demande de formation, lorsqu'elle existe, se fait dans le domaine de la diététique proprement dite et de la description pratique des régimes. Le sentiment d'échec, il est présent à 63%. Le parcours chaotique de beaucoup de patients, ils adhèrent, ils maigrissent, ils regrossissent, ils reprennent rapidement du poids, et bien souvent plus qu'avant. Les patients qui s'éparpillent, qui succombent aux sirènes de multiples offres sans fondement. Enfin, la statistique globale qui est l'échec des régimes à 5 ans. L'utilisation des second et troisième recours, 70% de nos confrères, se fait assez rapidement en cas d'échec de la prise initiale, en cas de comorbidité importante, en cas de problème familial, socio-économique, comportemental, médico-social. Là aussi, c'est un problème d'investissement de temps, surtout, donc pour le temps surtout. L'offre bariatrique croissante crée un appel important. C'est un espoir pour beaucoup de nos patients en situation d'obésité morbide, mais les confrères ont cité à 70% des comportements parfois pervers de prise volontaire de poids pour intégrer les critères d'inclusion. Ce qui n'est pas, bien sûr, le but du jeu. Pour les études et publications sont relativement rares. Je me suis appuyé sur 3, je ne vous les détaille pas, je vous laisse les découvrir ici. Et donc, on va voir un petit peu en termes d'apport. Alors, je ne reviendrai pas sur les différents acteurs du premier recours. Toute la médecine de terrain, en fait, est impliquée. Et donc, peut-être certains ne le savent pas, ou peut-être nous n'échangeons pas assez avec une assistante sociale, avec un psychologue.
avec les éducateurs sportifs. Le travail coordonné, c'est ce qui est préconisé donc à travers les études et c'est effectivement ce qui est en train de se développer malgré tout. La formation, l'information des soignants, j'en ai parlé, des structures de référence, les réseaux de soins sont quand même, les réseaux de soins obésité, il y en a très peu. Les items de l'enquête que j'ai cités sont retrouvés dans ces études avec des chiffres à peu près voisins. Les recommandations en termes d'objectifs de poids, je pense que vis-à-vis de nos patients, il faut être modéré. Il ne faut pas prôner le poids idéal. Il faut être réaliste, progressif et adapté à leurs conditions de vie. L'éducation thérapeutique, ici à mon avis, a toute sa place. C'est une éducation thérapeutique qui pourrait être traditionnelle avec des groupes de patients en les faisant exprimer leur représentation et en échangeant. Là aussi, certainement, le temps, les généralistes ne se sont pas beaucoup investis dans ces réseaux d'éducation. L'auto-éducation, ça peut s'imaginer, les groupes de parole, les aidants, il y a des sociétés qui dynamisent un petit peu nos patients. À 7, il y a une société Weight Watcher très dynamique, qui réussit en termes de motivation surtout. Le suivi régulier, donc les prescripteurs, ne soyez pas trop larges. Je sais que maintenant, les boîtages de médicaments sont à 3 mois, mais si vous revoyez vos obèses tous les 3 mois, vous risquez d'avoir une déperdition importante. Ne pas les culpabiliser, et enfin, prôner dans la mesure du possible l'activité physique qui permettra donc d'amplifier les effets du régime. L'activité physique, elle doit être régulière. Le petit tour du dimanche matin, avec un croissant au retour et un jus d'orange, ça n'apporte pas grand-chose. Il faut essayer de la faire quotidiennement, si possible longue. Ça peut être aussi chez soi. Ça peut se faire avec un coach sportif. Et il y a sur le terrain maintenant quand même de plus en plus d'organisations qui se mettent en place et de groupes qui d'ailleurs sont assez souvent dynamiques à partir du moment où les patients ont adhéré. Donc en conclusion, traiter l'obésité, c'est changer les habitudes de vie d'un patient. Il faut améliorer la parole médicale parce que nous sommes en première ligne. Je pense qu'il faut y passer du temps. Il faut délivrer le message par petits morceaux. C'est vrai qu'un acte spécifique de consultation longue, une reconnaissance au niveau de certaines disciplines complémentaires, notamment les diététiciennes, les psychologues, aiderait énormément. La multidisciplinarité, on y travaille. Le développement des structures d'appui et d'éducation ne dépend pas non plus que de nous parce qu'elle nécessite un subventionnement. Au-delà du domaine médical, la politique de santé, une politique de santé plus volontariste, par des informations diffusées par les médias notamment, pourrait nous aider. Il est assez désagréable donc de faire une consultation diététique longue et que le soir, les spots publicitaires vendent tous les produits qui sont contraires au message que nous avons porté. Les commerçants, le milieu scolaire paraît extrêmement intéressant. Je suis intervenu personnellement à la demande d'un de mes enfants dans une classe de CE2 à l'époque pendant 1 heure pour présenter des conseils alimentaires, des conseils de diététique, et je vous avoue que ça a été un franc succès. Et je suis sûr que les parents
lorsque ces petits élèves sont rentrés à la maison, ont dû probablement avoir des retombées et ont sûrement changé certaines des habitudes alimentaires. Enfin, le recadrage des industriels de l'alimentation, qui sont à mon avis les grands responsables de l'obésité et qui passent sur les grands principes de l'hygiène de vie et de la diététique en fabriquant donc des produits tout à fait contraires. C'est ici le domaine de la prévention primaire qui, à mon avis, sera bien plus efficace que le soin. Je vous remercie. Et monsieur le professeur Ndoka, je vous rappelle que vous avez été invité par le réseau Chronéduc l'année dernière et que nous avons apprécié votre intervention.